J'ai élevé mon fils adoptif pendant 10 ans. Lorsque je l'ai repris pour avoir insulté une serveuse, il m'a craché au visage, « Mêle-toi de tes affaires, tu n'es pas mon père. Tu n'es personne, ici, devant tout le monde. » Mon ex-femme a ajouté, « Ne lui demande pas de te respecter. Tu ne lui as rien donné. » J'ai simplement hoché la tête. Le lendemain matin, à leur réveil, la voiture, le loyer et l'université n'étaient plus payés. Je ne suis pas le genre de personne à partager sa vie sur Internet. J'ai 41 ans, je suis avocat d'affaires, divorcé. Mais j'ai besoin de vider mon sac, car honnêtement, je ne sais plus si j'ai bien agi ou si je suis le pire être humain de la planète. Il y a 10 ans, ma femme et moi sommes entrés dans un orphelinat à la recherche d'un bébé. Nous avions 31 ans. Nous étions mariés depuis 3 ans. Nous avions essayé d'avoir des enfants, sans succès. L'adoption semblait être la solution. Nous voulions repartir de zéro, les couches, les biberons, toute l'expérience complète de la paternité. La directrice nous a conduits dans le couloir vers la nurserie. Je pouvais entendre les pleurs doux des bébés. Ma femme a serré ma main. C'était le moment que nous attendions. Mais c'est alors que je l'ai vu. Un garçon assis seul sur un banc au bout du couloir. 9 ans, comme je l'ai appris plus tard. Il portait des vêtements qui étaient clairement des dons, de taille trop grande. Il était à l'écart des autres enfants qui jouaient dans la cour intérieure. Il regardait simplement par la fenêtre avec une expression que je ne peux décrire sans avoir la gorge qui se noue. Même maintenant. Je me suis arrêté. Ma femme aussi. Personne ne veut de lui, a dit la directrice en remarquant notre regard. Il est déjà trop grand. Les couples cherchent des bébés. Il est ici depuis l'âge de 5 ans. Sa mère l'a abandonné et n'est jamais revenue. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux suppliaient l'amour sans un mot. Nous voulons le rencontrer, ai-je dit. Ma femme m'a regardé, surprise, mais a ensuite hoché la tête. La directrice a semblé confuse. Mais vous venez pour un bébé. Nous voulons le rencontrer, ai-je répété. Il s'appelait Matteo. Quand nous sommes entrés dans la salle de visite, il ne nous regardait pas directement, il gardait les yeux fixés au sol. Il répondait par monosyllabes. La directrice nous a expliqué plus tard qu'il avait développé des mécanismes de défense. 3 familles l'avaient envisagé avant nous. Toutes les 3 avaient choisi des enfants plus jeunes. Nous avons passé 2 heures avec lui ce jour-là. À la fin, alors que nous partions, il a levé les yeux pour la première fois. « Vous allez revenir ?» « Oui, lui ai-je promis. Nous allons revenir. » Et nous sommes revenus, 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, nous signions les papiers et le ramenions à la maison. Ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise, et celle qui allait me détruire. Les premières années ont été brutales. Matteo faisait des cauchemars chaque nuit. Il criait, se réveillait trempé de sueur, pensant que nous allions le renvoyer. « Vous allez me renvoyer ?» demandait-il chaque fois que nous le corrigions pour quelque chose. « Vous ne m'aimez plus. » Ma femme gérait cela avec un naturel déconcertant. Pas moi. J'ai lu des livres, parlé à des psychologues, je me suis renseigné sur les traumatismes infantiles et l'attachement. J'ai passé des nuits entières éveillé quand il n'arrivait pas à dormir. Je lui racontais des histoires. Je l'ai assuré 1000 fois qu'il était notre fils pour toujours. Le jour où il m'a appelé, « Papa », pour la première fois, j'ai pleuré dans la salle de bain pour qu'il ne me voie pas. Les années ont passé, la thérapie a aidé. Matteo a commencé à s'ouvrir, il s'est fait des amis, a rejoint l'équipe de football de l'école. Je me souviens de son premier match, criant depuis les gradins. C'est ma famille, en montrant où nous étions assis. À sa remise de diplôme du collège, il m'a serré dans ses bras en pleurant. « Merci de m'avoir sauvé », m'a-t-il dit. « Merci de ne pas m'avoir renvoyé. J'ai tout investi en lui. Du temps, de l'argent, des émotions. Ma femme et moi étions une équipe solide, unis par l'objectif commun de guérir cet enfant que le monde avait rejeté. Nous étions heureux. Du moins, c'est ce que je croyais. L'université a changé les choses. Matteo s'est fait de nouveaux amis, a commencé à sortir davantage. Des attitudes différentes, des réponses insolentes qui n'existaient pas auparavant. J'ai pensé que c'était normal, une adolescence tardive, un garçon qui cherche son identité. Mais ma femme a changé aussi. Elle est devenue distante, critique.
Tu le surprotèges, me disait-elle. Tu ne lui laisses pas d'espace, laisse-le vivre. J'ai commencé à remarquer que lorsque j'arrivais à la maison, les conversations s'arrêtaient, des regards s'échangeaient entre eux que je ne comprenais pas. Je me sentais exclu de ma propre famille. Il y a 2 ans, ma femme a demandé le divorce. J'ai besoin de me retrouver, a-t-elle dit. Ce n'est pas de ta faute. J'ai juste besoin d'espace. Matteo avait alors 17 ans. Il a choisi de vivre avec sa mère. Cela m'a anéanti, mais j'ai compris. Les garçons de cet âge préfèrent souvent être avec leur mère. Mais je n'ai jamais cessé de les soutenir. J'ai tout payé, l'université privée, l'appartement où il vivait, la voiture que Matteo utilisait, l'assurance maladie, les dépenses diverses, tout. Pourquoi? Parce que j'avais le secret espoir que si je maintenais tout en état de marche financièrement, nous pourrions peut-être continuer à être une famille d'une manière ou d'une autre. Peut-être que l'argent pourrait maintenir ensemble les morceaux brisés. Je ne savais pas que mon amour s'était transformé en transaction. Je ne savais pas que j'étais devenu un distributeur automatique de billets sur pattes. Je ne l'ai su que ce soir-là, au restaurant. La semaine dernière, Matteo a eu 19 ans. Je l'ai appelé pour l'inviter à dîner. Juste nous 3, comme au bon vieux temps. Je voulais renouer le contact. Je voulais retrouver une partie de ce que nous avions perdu. Il a accepté. Cela m'a donné de l'espoir. J'ai choisi le restaurant italien où nous allions quand il était enfant. Le même où nous avions célébré sa première bonne note en maths. J'ai pensé que les souvenirs aideraient. Je suis arrivé le premier. Je me suis assis, regardant mon téléphone nerveusement. Mon ex-femme et Matteo sont arrivés ensemble. Elle était différente. Un maquillage plus élaboré. De nouveaux vêtements que je ne connaissais pas. Un parfum différent. Salut, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air décontracté. Salut, ont-ils répondu à l'unisson. Froid, cordial. Matteo s'est assis et a immédiatement sorti son téléphone. J'ai essayé d'engager la conversation. Comment ça va à l'université? Et tes amis? Tu as des projets pour l'été? Réponse courte. Bien. Ça va. Je sais pas, mon ex-femme n'aidait pas non plus. Elle regardait le menu comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Le silence entre nous était dense, inconfortable. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs. Ce n'était pas une famille. La serveuse est arrivée. Une jeune fille, peut-être 18 ou 20 ans, probablement une étudiante qui travaillait pour se payer quelque chose. Elle a pris nos commandes. Quand elle est arrivée à Matteo, il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. La même chose que d'habitude, dit-il sans la regarder. La serveuse a hésité. Excusez-moi, je n'ai pas votre commande précédente. Matteo a soupiré d'exaspération. Un cheeseburger. C'est si difficile? Bien sûr, a-t-elle noté. Et à boire? Un coca, a-t-il répondu, toujours en regardant l'écran. Elle a noté et est partie. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec les boissons. Elle a tout posé sur la table, mais a oublié le coca de Matteo. Une simple erreur. Le restaurant était bondé. Et mon soda, a demandé Matteo d'un ton que je ne lui connaissais pas. Oh, je suis vraiment désolé, j'ai oublié, a-t-elle dit. Je vous l'apporte tout de suite. Tu es idiote ou quoi? Les mots sont sortis de sa bouche comme si de rien n'était, comme s'il demandait l'heure. La serveuse est devenue toute rouge. Pardon, je vous l'apporte tout de suite. Mais Matteo n'avait pas fini. Il a claqué des doigts. Bouge-toi, je n'ai pas toute la journée. Le restaurant n'était pas plein, mais quelques personnes se sont retournées. J'ai vu la serveuse cligner rapidement des yeux, retenant quelque chose. Elle est partie en hâte. Et, ai-je dit doucement. Elle fait son travail. Tout le monde fait des erreurs. Matteo m'a regardé comme s'il venait de remarquer ma présence. Quoi? Tu lui as mal parlé. C'est un travail difficile. Elle a juste oublié un soda. Quelque chose dans son expression a changé. Quelque chose de laid. Mêle-toi de tes affaires. Tu n'es pas mon père. Le restaurant aurait pu s'effondrer à ce moment-là, je ne l'aurais pas remarqué. Le bruit de fond a disparu. J'entendais seulement mon cœur battre dans mes oreilles. Qu'est-ce que tu as dit?
Tu as entendu, a-t-il répondu plus fort. Maintenant, les gens des tables voisines écoutaient définitivement. Tu n'es personne ici. Arrête de faire comme si tu étais important. J'ai regardé mon ex-femme, espérant qu'elle dirait quelque chose, qu'elle le corrigerait, qu'elle défendrait les 10 années que j'ai passées à être son père. Mais elle s'est contentée de soupirer. Maman a raison, a continué Matteo. Tu n'es que le type qui paie les factures. J'ai senti une chaleur monter dans mon cou. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai serré les poings sous la table. Mon ex-femme a finalement parlé, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il a raison, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Ne lui demande pas de te respecter. Tu ne lui as rien donné d'autre que de l'argent. Tu ne lui as rien donné d'autre que de l'argent. Ces mots ont résonné dans ma tête comme des cloches. La serveuse est revenue avec le soda de Matteo, l'a posé sur la table sans regarder personne et est partie rapidement. Elle pouvait probablement sentir la tension. D'autres clients regardaient leurs assiettes en faisant semblant de ne pas écouter, mais tout le monde avait entendu. Tout le monde avait vu l'homme de 41 ans se faire humilier publiquement par le fils qu'il avait élevé et la femme qu'il avait aimée. Je me suis levé, j'ai pris mon portefeuille, j'ai laissé assez d'argent liquide pour couvrir toute l'addition et un pourboire généreux pour la serveuse qui ne méritait pas d'avoir été traitée ainsi. Bonne soirée, ai-je dit. Ma voix semblait étrangement calme. Je suis sorti du restaurant avec la dignité qui me restait. Dans le parking, mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour mettre la clé dans la serrure de la voiture. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, mais mon esprit n'était pas sur la route. Il était dans un hôpital il y a 8 ans, quand Matteo a eu une appendicite. 48 heures sans dormir à ses côtés, lui tenant la main chaque fois qu'il gémissait de douleur. Il était dans le jardin de la maison, lui apprenant à faire du vélo, courant derrière lui. Je ne te lâche pas, je te le promets. C'est rire quand il a finalement réussi. Il était dans le bureau du directeur de l'école, le défendant contre 3 enfants qui le harcelaient. Mon costume d'avocat sur le dos, ma voix ferme. Cela ne se reproduira plus. Il payait des années de thérapie pour qu'il puisse surmonter l'abandon de sa mère biologique, pour qu'il puisse dormir sans cauchemar, pour qu'il puisse croire que quelqu'un l'aimait. Il achetait sa première voiture. Le visage de bonheur quand je lui ai donné les clés. Tu es le meilleur père du monde, avait-il dit. Tu ne lui as rien donné d'autre que de l'argent. Je suis rentré à la maison. Je n'ai pas pu dormir. À 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert les réseaux sociaux. Quelque chose m'a poussé à chercher le profil de mon ex-femme. Ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Des photos avec un homme que je ne connaissais pas. Beaucoup de photos, datant de 6 mois, avec des commentaires d'elle. Mon petit ami est le meilleur. J'ai enfin un vrai homme. Matteo commentait ses photos. Je l'aime mieux que mon vieux. J'ai continué à faire défiler. Une publication de Matteo d'il y a 2 semaines. Reconnaissant envers ma mère qui a toujours été là, sans aucune mention de moi. Comme si 10 ans n'avaient pas existé, comme si les nuits blanches n'avaient pas existé, comme si l'homme qui l'avait sorti de l'orphelinat n'avait jamais existé. J'ai fermé le téléphone, je suis resté assis dans l'obscurité de mon salon. L'horloge indiquait 4 heures du matin et quelque chose s'est brisé en moi. Ou peut-être que quelque chose s'est réparé. Je ne suis pas sûr. J'ai ouvert mon ordinateur portable. En tant qu'avocat d'affaires, je connais les contrats, je connais les obligations légales et je savais exactement où je me situais. Matteo était majeur, 19 ans. Les papiers d'adoption ne m'obligeaient pas à entretenir un adulte. Le divorce n'incluait pas de pension alimentaire pour lui car il n'était plus mineur. Tout ce que je payais l'université, l'appartement, la voiture, les assurances étaient entièrement volontaires. Tout était à mon nom. Les contrats de location, le titre de propriété de la voiture, les polices d'assurance, tout. J'ai été un distributeur automatique, ai-je pensé. Un putain de distributeur automatique qui marche, respire et saigne. Si je ne suis personne, alors personne n'a droit à mon argent. La décision s'est formée, claire et froide, dans mon esprit. Ce n'était pas de la vengeance, c'était du respect de soi. C'était le dernier acte d'amour que je pouvais m'offrir. J'ai ouvert ma messagerie électronique. Premièrement, un email à l'université. Objet, annulation des paiements des frais de scolarité. Bref, professionnel, à effet immédiat. Copie pour mes dossiers.
Deuxièmement, un email au propriétaire de l'appartement où il vivait. Je ne renouvellerai pas le bail. Préavis de 30 jours comme le stipule la loi. Troisièmement, un appel programmé pour 9 heures du matin à la compagnie d'assurance. Annulation de la police de la voiture. Demande de récupération du véhicule. Quatrièmement, annulation de l'assurance maladie. Effective à la fin du mois. Je n'ai pas écrit de message dramatique, je n'ai pas menacé. Je n'ai pas cherché à les blesser. J'ai simplement retiré ce que j'étais légalement en droit de retirer. J'ai vérifié chaque email 3 fois, l'avocat en moi s'assurant que tout était légal, propre, indiscutable. J'ai envoyé le dernier email à 6h47 du matin, alors que le soleil commençait à se lever. Je me suis allongé sur le canapé, j'ai fermé les yeux et pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi sans me réveiller. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h23. Je n'ai pas répondu. Le téléphone n'a pas cessé de sonner de toute la journée. 8h23, premier appel de Mathéo. Puis un SMS. C'est quoi ce délire avec l'email de l'université? 9h15, papa, réponds. 10h30, qu'est-ce que tu as fait? Midi, tu ne peux pas faire ça. 15h45. Tu es un putain d'égoïste. Mon ex-femme aussi. Il faut qu'on parle maintenant. C'est de l'abus financier. Tu vas détruire son avenir. Quel genre de père fait ça? J'ai compté 47 appels manqués ce premier jour. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Un SMS court, mesuré. Je l'ai relu 3 fois avant de l'envoyer. Je ne suis pas son père. Il l'a dit très clairement hier soir. Selon vous, je n'ai rien donné, donc il n'y a rien à enlever. Décision finale. Pas de discussion. J'ai bloqué les 2 numéros. Temporairement, j'avais juste besoin de silence. Le silence a duré 2 jours. Le 3e jour, mon ex-femme s'est présentée à ma porte. Il était 19h. Je venais de rentrer du travail. Je sonne comme une folle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas nous faire ça. Mathéo va perdre l'université. Mathéo est un adulte. Les adultes trouvent des moyens de payer leurs propres choses. Elle a essayé d'entrer. J'ai mis mon bras dans l'encadrement de la porte. Pas agressif, juste ferme. Elle a commencé par les larmes. Tu n'es pas comme ça. Tu aimes Mathéo. Ce n'est pas toi. Quand les larmes n'ont pas fonctionné, les menaces sont venues. Je vais te poursuivre en justice. Je vais dire à tout le monde quel genre de monstre tu es. Je suis avocat, lui ai-je rappelé. Tout ce que j'ai fait est légal. Tout est documenté et nous savons tous les deux qu'il n'y a pas de dossier. Son visage a changé, le masque est tombé. Quelque chose de laid est apparu, quelque chose qui avait peut-être toujours été là, mais que je n'avais pas voulu voir. Après tout ce que tu as investi en lui, tu vas tout jeter comme ça? Je ne jette rien. Il a jeté 10 ans à la poubelle quand il m'a dit que je n'étais pas son père. Vous avez jeté ma dignité à la poubelle quand vous m'avez humilié en public. Mais c'est ton fils. Non, les jeux corrigés. Selon lui-même, je ne le suis pas dit à ton petit ami de vous soutenir. Après tout, j'ai entendu dire que c'est un meilleur homme que moi. Son visage est devenu blême. Elle ne s'attendait pas à ce que je sache. J'ai fermé la porte. J'ai entendu ses cris de l'autre côté pendant 5 minutes, puis ses pas s'éloignant, puis le moteur de sa voiture. Je me suis servi un whisky, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. Les semaines suivantes ont été révélatrices. Par le biais de connaissances communes, par les réseaux sociaux que je n'ai pas bloqués, j'ai vu la réalité se dérouler. L'université a envoyé une lettre à Mathéo. Il devait payer le semestre complet ou abandonner les cours. Il a essayé de demander des prêts étudiants. Refusé, trop jeune, sans antécédent de crédit, sans garant. Il a dû quitter l'université privée. Il a cherché des options dans les universités publiques, mais le semestre avait commencé. Il devrait attendre le cycle suivant. Le propriétaire de l'appartement leur a donné les 30 jours légaux. Ils ont cherché quelque chose de moins cher. Ils ont dû déménager dans un quartier où mon ex-femme avait juré de ne jamais mettre les pieds. Plus petit, plus loin, plus vieux. Mathéo avait besoin de travailler. Il n'avait jamais travaillé de sa vie.
19 ans sans expérience professionnelle. Il a trouvé quelque chose dans un restaurant de restauration rapide, à temps partiel, au salaire minimum. La voiture. C'était la partie la plus satisfaisante, pour être honnête. La dépanneuse est arrivée un mardi matin, tout à fait légalement, tout documenté. La voiture était à mon nom. Matteo n'y avait aucun droit légal. On m'a envoyé une photo quand ils l'ont récupérée. Matteo debout dans la rue, regardant la Honda être emportée, les mains sur la tête, son visage un mélange de rage et d'incrédulité. Je n'ai pas ressenti de joie, seulement de la paix. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé entre eux. Mon ex-femme a commencé à faire pression sur son petit ami. Cet homme qui était meilleur que moi. Ce vrai homme. Nous avons besoin d'aide, lui disait-elle, selon une amie commune. Je ne peux pas tout payer toute seule. Le petit ami a commencé à prendre ses distances. Je ne peux pas entretenir ton fils adulte, aurait-il dit. Les disputes ont commencé, les publications sur les réseaux sociaux ont été effacées, les photos ont disparu. Matteo blâmait sa mère. C'est de ta faute, à force de mal parler de lui, de me faire croire qu'il ne nous donnait rien. Elle le blâmait. C'est toi qui l'as insulté en public. C'est toi qui as dit qu'il n'était pas ton père. Le petit ami a complètement disparu au bout du 2e mois. Mon ex-femme a trouvé un 2e emploi. Caissière dans un supermarché. Elle qui avait cessé de travailler quand nous nous sommes mariés parce que je gagnais assez pour nous deux. Matteo faisait des doubles services au restaurant. Il rentrait à la maison sentant la friture, épuisé, apprenant ce que signifiait gagner chaque euro. J'observais tout cela de loin, non pas avec joie, non pas avec vengeance, mais avec un étrange sentiment de justice silencieuse. Je ne me sentais pas bien de leur souffrance, mais je me sentais bien dans ma peau, et c'était là toute la différence. 3 mois après cette nuit au restaurant, j'ai reçu un message. J'avais débloqué les numéros une semaine auparavant. Je ne sais pas pourquoi, peut-être par curiosité, peut-être que j'étais prêt. Le message venait de Matteo. Je sais que je ne mérite pas de réponse, je voulais juste dire que je comprends. Je travaille dans un restaurant maintenant. Hier, un client m'a traité comme j'ai traité cette serveuse. Il a claqué des doigts, m'a dit de me bouger et je me suis souvenu de toi, de ton visage ce soir-là. Je suis désolé. Je sais que ça ne suffit pas, mais j'avais besoin de le dire. J'ai lu le message 5 fois. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'y ai réfléchi. Finalement, j'ai écrit « Je te souhaite le meilleur. Grandir fait mal. J'espère que tu apprendras. » Rien de plus. Il n'y a pas eu de conversation après ça. Pas de réconciliation dramatique avec des larmes et des étreintes. Nous ne sommes pas redevenus une famille. Mais quelque chose avait été dit, quelque chose avait été reconnu. La porte n'était pas fermée à clé, elle était entr'ouverte pour un jour futur, pour quand il serait vraiment un homme et non un enfant jouant à l'être. Hier, j'ai sorti une vieille photo de l'orphelinat, celle que nous avons prise le jour où nous avons rencontré Matteo, ce garçon de 9 ans aux yeux tristes qui regardait l'appareil photo comme s'il ne pouvait pas croire que quelque chose de bien puisse lui arriver. Ce regard ne me hante plus. Je ne me réveille plus la nuit en me demandant si j'ai bien fait de tout lui enlever, parce que je comprends quelque chose maintenant que je ne comprenais pas avant. J'ai sauvé un enfant de l'orphelinat, je lui ai donné un foyer, je lui ai donné de l'amour, je lui ai donné de la stabilité. Mais en le sauvant, je me suis perdu moi-même. Je suis devenu quelqu'un qui donnait, donnait et donnait, en espérant que ce serait suffisant, en espérant que l'amour pourrait s'acheter avec des sacrifices, en espérant que si je me vidais complètement, il me remplirait en retour. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça. L'amour n'est pas transactionnel, mais le respect n'est pas négociable. Donner sans limite n'est pas une vertu, c'est se perdre, c'est disparaître, c'est devenir une ombre dans sa propre vie. Parfois, le plus grand amour que vous puissiez donner est de savoir quand s'arrêter, quand dire « ça suffit », quand vous choisir vous-même. Et pour la première fois en 10 ans, je respire sans culpabilité. Je travaille, je sors avec des amis que j'avais négligés, j'ai repris le sport, je lis des livres que j'avais en attente. Je m'autorise à exister sans la question constante de savoir ce que je peux donner de plus. La photo de Matteo est toujours dans mon bureau. Je ne l'ai pas enlevée parce que ces 10 années ont existé, elles étaient réelles, elles étaient belles à leur époque. Mais ce chapitre est clos, et c'est bien qu'il soit clos. Peut-être qu'un jour, quand il sera un homme qui comprend ce que signifie le sacrifice,
quand il saura ce qu'il en coûte de relever quelqu'un que le monde a rejeté, peut-être alors pourrons-nous avoir une vraie conversation. Mais pour l'instant, je suis en paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quel titre de « père » qui ne m'appartient plus. À tous ceux qui lisent ceci et qui s'y reconnaissent, je vous le dis, ne soyez pas des distributeurs automatiques émotionnels. Ne vous perdez pas dans l'amour que vous donnez. Vous aussi, vous méritez d'être aimé. Vous aussi, vous méritez le respect. Et si vous devez vous éloigner pour vous retrouver, faites-le. Ça fera mal. Mais de l'autre côté de cette douleur se trouve la personne que vous aviez oublié que vous pouviez être. Si vous vous êtes identifié à quelque chose dans ce que j'ai raconté, si vous avez senti que vous n'étiez pas seul dans vos propres batailles, ou si vous pensez simplement que plus de gens ont besoin d'entendre des histoires comme celle-ci, je vous demande une faveur. Abonnez-vous à Écho d'Histoire. Ici, nous partageons des expériences de personnes confrontées aux conflits les plus difficiles de la vie. Laissez-moi un like si cette histoire vous a touché. Les likes m'aident à savoir que cela vaut la peine de continuer à partager ces histoires qui nous rappellent notre humanité. Et si vous avez une minute, laissez-moi un commentaire. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Avez-vous dû vous choisir vous-même quand personne d'autre ne le faisait? Que feriez-vous à ma place? J'adorerais lire votre point de vue. Parfois, les commentaires sont la meilleure partie de ces histoires, car nous nous rendons compte que nous menons tous des combats similaires. On se voit dans la prochaine histoire. M.